Non, c'est un crime contre l'humanité. L'esclavage, c'est une chose. Non, c'est un crime contre l'humanité. C'est pire, c'est moins. Non, c'est ni pire ni moins, c'est différent. On n'est pas dans une échelle des souffrances. On est dans une différenciation politique des crimes. C'est tout à fait différent. Ça signifie, comme je pourrais reprendre la fameuse phrase de l'introduction du livre honneur du communisme, que oui, l'enfant ukrainien mort de faim est digne de la même compassion que l'enfant du ghetto de Varsovie mort de faim. Absolument de la même. Mais le crime commis contre l'un et contre l'autre n'est pas de même nature politique. C'est tout. C'est pas, je veux dire, quand je dis c'est tout, je veux dire par là que ça introduit ensuite une véritable réflexion politique. Mais en matière de compassion, les deux méritent évidemment le même intérêt. C'est tout ce que je dis. Donc, quand je dis qu'il y a une guerre des mémoires et qu'on est dans une idéologie victimaire où tout le monde veut être victime et où chacun revendique sa part de victimologie, je dirais, alors parfois ça donne des comparaisons qui sont tout à fait honnêtes et dignes de foi, comme la traite, le goulag, l'esclavage. Parfois ça donne des comparaisons assez absurdes, mais il faut tout de même, chaque enseignant le sait, y répondre. Combien d'enfants dans nos classes d'origine algérienne nous disent la guerre d'Algérie, la décolonisation, c'est comme la Shoah? C'est un crime, il y a eu énormément de crimes commis par l'armée française. La torture en est un, il n'y a pas eu que la torture, mais c'est pas la Shoah, ça n'a rien à voir. Le colonialisme, idem, ça n'est pas un génocide. Il y a des épisodes de génocide dans le colonialisme, oui, rares, mais oui, ils existent. Les Herero, par exemple, en sont un, mais globalement, le colonialisme n'est pas génocidaire. Donc on ne peut pas tout mélanger au nom de cette idéologie victimaire où chacun veut sa part de souffrance. Alors il y a enfin un dernier point où là c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe et beaucoup plus délicat à aborder. C'est, je crois, que la Shoah n'est pas seulement une source d'immense chagrin. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Je dirais que la Shoah est une source d'une immense jouissance. Il y en a qui jouissent de la Shoah. C'est Nadine Fresco qui disait « Pour nous, c'est un chagrin immense, mais pour eux, c'est une jouissance sans fin. » Eux, elle ne parlait pas des négationnistes. Non, c'est plus complexe que ça. Elle parlait d'une certaine façon de tout ce culte aujourd'hui du bourreau, parce que le bourreau fascine et la victime ennuie. Honnêtement, le bien, mais ça ennuie tout le monde. Les justes, mais personne n'a rien à faire sur le fond. On a quelques minutes de compassion pour eux, c'est bien, on s'extasie, mais en réalité, ce qui fascine, c'est le meurtre, c'est le sang, c'est le sadisme, c'est la violence. Oui, c'est une jouissance, Treblinka. Oui, on aime lire le livre de Jean-François Steiner, Treblinka, énorme succès de librairie il y a 40 ans, et c'est un livre immonde. Oui, on a accordé un succès immense à Sylvain Reiner et La Terre sera pure, qui est un livre immonde aussi. Un égout. Et ce livre a eu les honneurs d'un grand nombre d'écrivains. Et Les Bienveillantes de Little se situent dans la même veine. Dans la même veine. Quelle veine? Quand je dis que la victime ennuie et que le bourreau fascine, la veine est la suivante. C'est qu'à partir d'une lecture maladroite de Hannah Arendt, d'une lecture très idéologique du procès Eichmann, à laquelle elle n'a rien vu. Je rappelle que le procès Eichmann, c'est près de 120 auditions, elle n'était là que 4 jours. Et à partir des 4 jours, elle a fait tout un livre qui a connu un succès gigantesque dans le monde. Il y a eu 200 articles et livres consacrés au livre de Hannah Arendt. C'est dire qu'elle a suscité un débat considérable. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et c'est ici que vous allez comprendre le lien avec Les Bienveillantes. Elle nous dit, Eichmann est un homme banal. Ça veut dire que d'un homme banal, on peut tout attendre et malheureusement le pire. Seulement là où elle a tort, parce qu'elle n'est pas historienne, parce qu'elle s'appuie sur les travaux uniquement de Raoul Hilberg, et elle s'appuie d'ailleurs maladroitement sur les travaux d'Hilberg, Eichmann n'est pas un homme banal. Eichmann est un réel idéologue. Et au même moment où en 1963, Hannah Arendt publie son texte, Stanley Milgram publie ses expériences sur l'autorité, vous vous souvenez? Et qu'est-ce qu'il nous dit, Milgram? Il nous dit, dans tout homme banal, il y a un Eichmann. Mais ça se rejoint. Autrement dit, nous sommes tous des hommes et des femmes banals, donc nous sommes tous des assassins potentiels. Mais si nous sommes des assassins potentiels, ça veut dire que nous sommes tous coupables. Mais si nous sommes tous coupables, alors personne ne l'est. Autrement dit, l'assassin des Bienveillantes, Maximilien Auer, le SS, il est coupable de quoi? De rien. Il est coupable de s'être trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Autrement dit, comme il le dit au lecteur d'entrée de jeu, cher lecteur, dans le fond, vous auriez fait comme moi.
Et ce livre s'est vendu à 800 000 exemplaires en France, et il a été encensé par les plus grandes plumes, dont Georges Semprin, des hommes qui ont connu la déportation. À ce point de manque de lucidité, parce qu'on compte sur les doigts d'une main, de Pierre-Emmanuel Dauzat à Édouard Husson, et à quelques autres, dont je n'ai pas les noms en tête ici, on ne compte sur les doigts d'une main les gens de bonne volonté qui se sont élevés contre ce livre, qui est une véritable apologie du bourreau, parce qu'encore une fois, le bourreau, c'est lui qui fascine véritablement, la victime, ça ennuie profondément. Voilà, j'ai essayé de passer en revue quelque chose de très vaste sur l'instrumentalisation de la Shoah. Je dirais un dernier mot. Quand je parle qu'aujourd'hui le bourreau fascine, que la victime ennuie, qu'au nom de la Shoah aujourd'hui on délégitime l'État d'Israël en disant l'État d'Israël, c'est un État qui a été créé uniquement pour des raisons morales à cause de la Shoah. Mais c'est un État qui se conduit de façon immorale. On l'a entendu au moment de l'affaire de la flottille turque. Donc, si cet État se conduit de façon immorale, il sape à la base même les raisons de sa fondation. Autrement dit, cet État n'a plus de légitimité morale et doit disparaître. Comme si la France, qui s'est conduite de façon immorale durant la guerre d'Algérie, est plutôt ciel que la France ait fait comme Israël. Malheureusement, la France a été une véritable nation tortionnaire. C'est comme si la France, au nom de la torture pratiquée en Algérie, au nom des 100 000 ou 200 000 ou 250 000 Algériens assassinés, la France perdait sa raison d'être en tant que nation française. De quelle nation dit-on que parce qu'elle se conduit mal, elle doit disparaître? Eh bien, on peut dire d'une certaine façon que la Shoah aujourd'hui, et c'est là le paradoxe de l'instrumentalisation, la Shoah aujourd'hui, par un effet subtil de retournement, est en train de se retourner contre Israël et contre les Juifs. On se sert aujourd'hui de la Shoah pour délégitimer l'État d'Israël et pour accuser les Juifs aujourd'hui, qui campent en position de post-nazi ou de continuateurs du nazisme par leur identité affirmée dans une société qui se veut universelle, abstraite, compassionnelle et surtout effaçant toute identité, comme si toute identité était réductible à un nationalisme et comme si tout nationalisme était mené directement à l'hitlérisme, alors que ça n'a strictement rien à voir. L'identité, c'est la nation, c'est pas le nationalisme, tout le monde le sait ici. Je vous remercie. Des questions. Si vous avez des commentaires, des questions.